Salut Mélodie. Salut François. On reçoit qui aujourd'hui? Denis Fortier. Pourquoi on reçoit Denis? De quoi est-ce qu'on parle avec lui? Bien, d'un, je pense qu'on est super fan de Denis. Ouais. Je pense qu'il faut le dire. Ben, il prend de belles places. Il représente la physiothérapie au Québec pour nous tous. Moi, je pense que tout le monde est curieux à propos de Denis parce que c'est un homme vraiment intègre, que c'est ça qu'on a découvert, vraiment intègre, vraiment passionné. Puis on voulait en savoir plus finalement de comment il est arrivé à devenir aussi populaire dans les médias. Alors ensemble, aujourd'hui, on perce le mystère Denis Fortier, connu, mais pas nécessairement comme personne. Alors on parle avec lui aujourd'hui pour savoir un peu son parcours, connaître un peu par où est-ce qu'il a passé pour arriver où est-ce qu'il est aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est excellent. Bonne écoute. Bonne écoute. Le pouls de la physio est une présentation de Medexa, Physiotech, service d'électrothérapie et médical-tronique. Bonne écoute. Ben, on est content d'être avec Denis Fortier aujourd'hui. Denis, physio, auteur, chroniqueur. Comment est-ce que tu te définis? Comment je me définis? Ton brand personnel, c'est quoi, là? Professionnellement. On va y aller comme ça. Je me définis comme un physio, tout simplement. C'est ça qui a toujours été présent dans tout ce que je fais. C'est ce qui est le point en commun aussi. J'ai pas décidé un jour d'écrire des livres ou d'être dans les médias, tout ça. Pour moi, ce que j'aime avant tout, c'est être physiothérapeute, c'est traiter mes patients. Ça fait que c'est comme ça que je me définis d'abord. Mais comment est-ce que peut-être une femme réponse plate? Oui, ben non, mais je trouve ça le fun parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui peu importe la profession ou le métier, qui vont finir par ne plus se définir par ce qu'ils sont à la base. Donc, c'est parce que la physio, c'est ce qui t'amène à écrire, entre autres. Donc, parle-nous, fais-nous donc une petite biographie là, de où est-ce que tu es parti, qu'est-ce qui t'a amené à être où est-ce que tu es aujourd'hui? En fait, c'est vraiment la physiothérapie qui m'a conduit à ça, à ce que je fais en ce moment, mais qui on est, comment on se définit ou qu'est-ce qui nous caractérise ou ce qui nous allume, bien, ça, on est différents des uns des autres et on a souvent toujours été comme ça. Moi, je voulais être comédien quand j'étais plus jeune ou médecin. C'était les deux choix. Puis pour résumer un peu, j'ai décidé d'aller en physio et à la fin en deuxième année de physio, j'ai passé des auditions pour étudier en théâtre parce que je m'étais dit, j'ai toujours aimé ce que je faisais en physio durant les études, tout ça, mais j'ai toujours voulu aussi être comédien. Alors, j'ai décidé de plonger aussi dans ça sans renier le fait de vouloir être physio. J'étais étudiant à ce moment-là et j'étais accepté dans une école de théâtre. Alors, j'ai pas tout à fait fini mes stages. J'ai été étudié en théâtre et ça a duré une session. Alors, ils m'ont mis à la porte. Premier gros traumatisme de ma vie. Ça a été quand même assez difficile de vivre ça. Ça se fait pas toujours de façon douce, disons, se faire mettre à la porte d'une école de théâtre. Puis je suis pas le seul à s'être fait Mais mettre. qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça, parce qu'on entend parler parfois là, que il y a comme c'est très hiérarchique, peut-être très paternaliste comme milieu un peu. Moi, c'est pas l'expérience que j'ai eue, mais l'expérience que j'ai eue, c'est que c'était pas très... Au moment où moi, j'étais là, les modes d'évaluation, je ne trouvais pas ça très objectif. Ça, je pourrais dire ça comme ça. Dans mon expérience à moi, et l'expérience aussi de mes collègues ou des étudiants avec qui j'étais, qui se sont fait aussi mettre à la porte. Donc ça, c'était difficile, mais en fait, je vous raconte ça pour illustrer un peu mon envie, mon besoin presque d'être comédien. Et rétrospectivement, je peux dire aussi que c'était l'envie de communiquer, d'être en théâtre ou d'être en représentation aussi. Il y avait beaucoup ça, le besoin de communiquer. Ce qu'on fait beaucoup en physiothérapie, on est évidemment très concentré sur le lien thérapeutique, mais le lien thérapeutique n'existe pas s'il n'y a pas de communication. Et cette communication-là, je pense que c'est quelque chose que j'aimais bien aussi en physiothérapie, mais que je voulais explorer en théâtre. Donc, je suis revenu terminer mes stages. Pas à regret de revenir en physiothérapie, si je peux dire ça comme ça, mais le regret de voir cette aventure-là en théâtre se terminer abruptement et de façon très difficile à vivre. On est quand même assez jeune quand ça nous arrive. Moi, je me souviens plus, peu importe, 19, 20 ans. C'était comme un rêve qui s'écroulait en quelque sorte et j'ai eu la chance de pouvoir faire mes stages. J'ai eu des annulations. Je voulais être à Sainte-Justine, par exemple. Et il y a eu une annulation à Sainte-Justine, donc j'ai pu faire un de mes derniers stages à Sainte-Justine et je tripais vraiment dans ce que je faisais. Et après ça, j'ai ouvert une clinique. Alors, je revoyais des collègues avec qui j'ai étudié, ils me disaient « Puis ça va bien en théâtre? » Non, pas tout à fait. J'ai ouvert une clinique. Fait que ça
peut sembler un peu déroutant pour certaines personnes, peut-être, mais pour moi, ça ne l'était pas. En fait, ça allait de soi avec le parcours que j'avais fait dans mes études en physiothérapie et l'ouverture de la clinique. Ça aussi, c'était... C'était une opportunité, de ce que j'ai compris, là. Oui, c'était une opportunité. C'était un concours de circonstances. En fait, la clinique pour qui je travaillais est partie, fermée, pour le simplifier un peu. Et le propriétaire de la clinique médicale, de la bâtisse, m'a offert d'ouvrir ma clinique avec les équipements qu'il y avait là. Donc, pour moi, c'était ultra simple. En fait, il n'y a même pas eu de transition, même pas pour les patients, à part d'en être informé que c'était moi le propriétaire. Donc, ensuite de ça, j'ai ouvert cette clinique-là et j'ai eu cette clinique-là pendant une dizaine d'années. Ouais. Et je suis allé, après ça, travailler à Sainte-Justine. J'avais fait un stage là, 2 stages en fait, comme je vous le disais. Et j'avais toujours ce besoin-là aussi de travailler avec une certaine forme d'intensité. Donc, j'étais à Sainte-Justine, particulièrement en oncologie. Et ça, c'est quelque chose qui me stimulait beaucoup aussi, humainement. Aussi, les collègues avec qui j'ai travaillé là-bas ont fait aussi la différence. Souvent, il y a de ça. Hein. C'est pas juste ce qu'on veut faire, mais comment on veut le faire. Et avec cette équipe-là en oncologie, de physio, mais aussi des autres professionnels de la santé, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et qui était complètement différent de ce que je faisais en clinique privée. Puis à ce moment-là, l'oncologie, c'était vraiment nouveau parce que même dans les 10 dernières années, il n'y avait quasiment pas de formation au Québec. C'était vraiment challengeant de se développer en oncologie. Fait que c'est relativement nouveau. Ce parcours-là de professionnel de la physiothérapie, c'est encore... la plupart des physiothérapeutes, j'ai l'impression, aiment avoir une certaine certitude de leur traitement. J'ai l'impression. François, tu es peut-être d'accord avec moi. Mais là, on est vraiment dans un parcours incertain. Dans le fond, tu vas à l'école de théâtre, ça change, tu ouvres ta clinique. Après ça, en oncologie, encore là, moins d'évidences scientifiques, sûrement au début de la carrière, ou des évidences peut-être plus aux États-Unis ou dans le Canada anglais, où il y en avait au Québec, mais moins. Comment... quel conseil tu donnerais, parce qu'on a une clientèle quand même jeune en physiothérapie, tu donnerais à un jeune physio qui commence et qui vit cette incertitude-là, peu importe le parcours qu'il a? Comment tu as fait pour... Je sais que toi, c'est peut-être quelque chose qui te stimulait, l'incertitude, parce que mais... tu t'es placé dans des situations où tu savais pas si c'était pour fonctionner. Exact. Oui, c'est drôle que tu le présentes comme ça, parce que pour moi, mon travail se vit toujours dans l'incertitude, même maintenant dans les communications. Fait que pour moi, cette incertitude-là, je la vois pas. Ça a l'air cliché un peu de le dire, mais c'est un défi. Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner à des jeunes physios, mais le conseil, moi, qu'on m'a donné, un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est de jamais être vraiment complètement certain de ce que tu fais et de toujours te poser des questions. Ça peut sembler ultra simple, mais je me souviens encore de cette physio qui m'avait donné ce conseil-là. Je pense qu'elle ne réalisait même pas qu'elle était en train de me donner un conseil qui, pour moi, a changé ma façon de voir mon travail avec les patients, mais même de façon plus générale. Donc, cette incertitude-là, moi, je la mesure pas. C'est plutôt... un défi, c'est plutôt une stimulation de cette curiosité-là aussi. Et en même temps, dans ce qu'on fait en physio, on n'est jamais sûr certain, exact. Non plus. C'est pour ça que je posais la question. Là. On n'est jamais sûr non plus. Et si on parle de l'oncologie, ben la difficulté pour moi, quand je suis arrivé en oncologie, c'est de me familiariser techniquement avec les incertitudes, et c'était plutôt des inconnus avec, je ne sais pas, la médication, avec les différents portraits cliniques d'un point de vue médical, la technologie aussi qui change toujours, mais qui changeait vraiment rapidement, l'incertitude de voir un patient aux soins intensifs comparativement à voir une lombalgie en clinique privée, un cas de CSST ou l'aspect, par exemple, dans certains cas, la complexité, disons, de ce que peut apporter un cas pareil. Et donc, on se transporte après ça aux soins intensifs avec un patient, un jeune patient, parfois un très jeune, un bébé aux soins intensifs. Donc, c'est différent. Mais moi, je ne le mesurais pas en termes d'incertitude, mais plutôt comment je peux aider cette personne-là avec les connaissances que j'ai, avec les connaissances que mes collègues ont. Et c'était aussi beaucoup un travail d'équipe. Et partout dans ce qu'on fait, mais particulièrement en oncologie, dans ce que moi j'ai vécu, ce qui était moins le cas quand même en pratique privée, dans ce que je faisais à ce moment-là, je ne travaillais pas à ce point-là en équipe. Mais c'est intéressant parce que dans le sondage, François et moi, on a fait un sondage initialement avant de partir le podcast, puis il y avait cette critique-là de « je suis incertain, dans le fond, de ma pratique parce que, dans le fond, les évidences scientifiques ne sont pas toujours claires ou pas encore sorties ou encore changent beaucoup. » Puis il y avait aussi... C'est un enjeu, oui. C'était un enjeu. Puis l'autre enjeu, c'était la redondance des traitements parce que des fois, en clinique privée ou peu importe le milieu de pratique ou en soins à domicile, tu revois toujours la même chose. Fait que ce que je trouve intéressant, c'est que
Toi, dans le fond, tu disais, bien, d'un, il y en a de l'incertitude, c'est sûr, puis c'est un fait qu'il va y en avoir. Fait qu'il faut trouver un moyen de trouver ça stimulant, puis de, tu sais, to embrace it, là, tu sais, de vraiment l'apprécier, là, finalement, là. Oui, puis il y a aussi une tolérance à l'ambiguïté qu'on doit aussi... Qui est un fait, finalement. Qui est un fait, mais on peut parler d'un point de vue physiothérapique, mais nos patients, c'est pas juste des articulations ou peu importe, il y a aussi le contexte social, il y a aussi plein d'autres paramètres qui fait qu'on est souvent aussi dans des incertitudes. Si, je sais pas, on donne un programme d'exercice à un patient puis il le fait pas parce qu'il est pas motivé, bien là, on est ailleurs, mais ça vient nous stimuler, nous aussi. Donc, pour moi, l'incertitude, ça fait partie de... C'est comme un désir de s'améliorer, finalement. Oui, c'est ça. Et ce que je fais dans les médias aussi. J'ai pas de formation en communication, mais c'est de l'incertitude tout le temps. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif même. Et là, le Denis Fortier qui a cheminé dans cette carrière-là et qui a commencé à être public, donc comment ça s'est amorcé, là, cette carrière-là, finalement, là, de Denis, qui n'est pas juste le physio, mais qui est aussi maintenant vulgarisateur, éducateur. Comment est-ce que ça a commencé? Puis est-ce que ça venait répondre probablement un peu à ton besoin du bateau manqué avec le théâtre? Bien, rétrospectivement, oui, je peux dire ça, c'est certain. En fait, c'est ce que je vis maintenant qui me fait comprendre que lorsque j'ai souhaité être comédien, c'était aussi l'envie de communiquer. Mais là aussi, c'était des concours de circonstances. J'ai pas eu un plan, une trajectoire précise en me disant je veux partir du point A, arriver au point B. En fait, j'ai écrit un premier roman. J'ai écrit un premier texte, je devrais dire ça comme ça, sans penser même que ce serait publié. C'était presque thérapeutique le fait d'écrire cette histoire-là. Quand j'ai eu terminé de l'écrire, ben, je me suis dit, ben, je vais l'envoyer à un éditeur et c'était le cadeau que je me faisais de moi à moi pour mes 40 ans. C'était vraiment aussi pas superficiel, c'est tout le contraire en fait, mais c'était juste ça. Et donc, j'ai envoyé mon manuscrit à plein d'éditeurs, mais sans vraiment avoir aucune... je pensais pas qu'il serait sélectionné. Même quand on m'a appelé pour me dire que ce roman-là serait publié, j'étais sûr que c'était une blague. J'ai failli pas rappeler la personne. Quand je lui ai parlé la première fois, j'étais toujours au téléphone, j'étais sur mes gardes. Et non, c'était pas une blague. Donc, ce roman-là a été publié. J'en ai publié un deuxième. Et ensuite, ça allait de soi pour moi ayant le privilège, la chance d'avoir déjà un contact avec un éditeur, une relation aussi qui se développe avec un éditeur, en l'occurrence une éditrice, et j'ai eu envie de communiquer ce que moi je connaissais, mais vraiment sans aucune prétention, en mettant sur papier ce qu'on dit à nos patients, par exemple, dans certains contextes, avec toutes les limites que ça apporte d'écrire un livre en lien avec ce qu'on fait en physiothérapie. Et ce qui nourrissait beaucoup ça aussi, c'est que pour moi, c'était tellement une évidence qu'il y a tant de personnes qui n'ont pas accès à nos soins. Exact. Encore aujourd'hui, c'est encore beaucoup comme ça. Donc, je me disais, c'est peut-être une façon aussi de démocratiser ce qu'on fait. Alors, c'était juste ça, l'idée. C'était pas l'idée d'en écrire d'autres, c'était pas l'idée d'être dans les médias, c'était juste ça. Et finalement, ben, j'ai donné des entrevues pour faire la promotion du livre. Et en donnant des entrevues, ben, les médias, les télés, les radios m'invitaient à faire des chroniques régulières. J'ai dit oui, évidemment, j'aimais ça. Ça m'a terrorisé. Ça m'a terrorisé pendant presque des années, vraiment terrorisé, là, à être malade une couple de jours avant. Et ça a commencé comme ça. Donc, il n'y a pas eu cette stratégie-là de me dire je vais écrire un livre, ensuite je vais faire de la radio, de la télé. C'est vraiment parti du premier roman que j'ai écrit et ça s'est développé ensuite. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que, tu sais, des fois, je parle à des plus jeunes professionnels de la santé, puis ils ont ce désir-là d'influencer la population. On le voit beaucoup en Ontario, aux États-Unis, tout le Canada anglais. Maintenant, il y a beaucoup de physio-influenceurs là, qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux. Au Québec, il y en a moins. Puis la question que souvent les gens posent, c'est est-ce que je dois absolument aller vers un TikTok avec des choses que je pointe? Est-ce que je peux... Puis souvent, ma réponse, puis peut-être que tu vas pouvoir me corriger, c'est je dis trouve un médium avec lequel tu aimes t'exprimer puis tu vas avoir à cœur de poursuivre. Fait que finalement, toi, ton médium, c'était l'écriture. Puis de le fil en aiguille, tu as fait des vidéos. Est-ce que tu as l'impression que l'écriture est encore un médium qui est bon pour partir sa carrière, pour influencer la population? Bien, je pense que c'est de partir de ce qu'on aime. Okay. La différence entre un livre puis une chaîne YouTube ou peu importe
le mode qu'on choisit sur le web, bien là, on devient dépendant d'un algorithme. Et l'algorithme de cette année est très différent de l'algorithme il y a 3 ans. Donc ça, il y a vraiment un enjeu là. Il y a vraiment si on veut profiter peu importe lesquels, des médias sociaux pour communiquer, pour transmettre des connaissances, pour défendre un point de vue, des choses comme ça, bien, on est vraiment tributaire des algorithmes. Et ça, c'est vraiment très, très particulier. Tandis que lorsqu'on écrit, lorsqu'on publie un livre, bien, on est dépendant d'autres choses, mais on n'est pas dépendant d'un algorithme. Donc, le livre qui sera dans une librairie, bien, si on a la chance qu'il soit sur un cube, sur les endroits qui sont très visibles, bien, la personne le regarde et elle le choisit. Tandis que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, bien, on est tributaire de l'algorithme, alors on va peut-être passer complètement inaperçu ou non, et on devra un peu jouer le jeu de l'algorithme, ce qui va parfois à l'encontre avec le message qu'on voudrait transmettre aussi. Moi, si je veux transmettre des informations, par exemple, pour des personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, tu peux être certain que l'algorithme n'attrapera pas. Je suis certain que ça va passer inaperçu. C'est juste un exemple, mais on pourrait donner plein d'autres exemples selon les groupes d'âge qu'on veut rejoindre aussi, parce que ce qu'on fait en physio, c'est souvent très lié à l'âge ou au groupe d'âge. Les traitements ou les conseils qu'on donne, par exemple, aux enfants, bien, ça n'a rien à voir avec les plus vieux, aux sportifs, comparativement aux personnes qui ont des maladies dégénératives. Donc, comparativement aux nutritionnistes, par exemple, si je parle de la vitamine C, bien, il y a quand même des similitudes entre les différents groupes d'âge. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais notre particularité à nous, en physio, c'est que souvent, nos conseils sont liés à des groupes d'âge. Pas exclusivement, mais quand même un peu. Donc, si on est sur les réseaux sociaux, il faut tenir compte de ça aussi, dans la façon de transmettre nos contenus et dans le type de plateforme qu'on va utiliser aussi. Le fait d'être terrorisé quand on commence parce que terrorisé, c'est un mot fort. Il y a probablement beaucoup de gens qui vivent là, ce trac-là ultime là, de comment on s'améliore, comment on travaille sur soi, puis comment est-ce qu'au lieu de fuir, on continue. En ce qui me concerne, j'étais vraiment terrorisé. Les premières émissions de radio que j'ai faites après, j'avais donné une entrevue pour mon livre et on m'a réinvité après. Ça fait que tout ça, c'était dans le même temps. Pourtant, j'ai fait du théâtre, j'ai fait plein de choses devant un public, tout ça. Mais notamment la radio, j'étais terrorisé pour plusieurs raisons. D'abord, en raison du mode de communication. J'avais, par exemple, la vision en tunnel. Hein? Je voyais pas plus loin que mes mains, donc je voyais pas le compteur. Je voyais pas le temps qui me restait. Mais moi, j'ai affiché une certaine assurance. L'animateur Philippe Desrosiers, qui était super sympathique, vraiment très, très gentil, lui, il réalisait pas que j'étais nerveux, mais j'étais obligé de lui dire « Il faut que tu me dises le temps parce que je ne le vois pas. Les personnes qui sont là, ils n'existent plus pendant ma chronique. » Donc, c'était aussi très physique. Donc, c'est plus que du trac. C'était vraiment une nervosité 48 heures avant, même si j'aimais ça, faire ça. Donc, il y avait une nervosité qui est propre au mode de communication. Il y avait aussi une immense nervosité liée à la responsabilité que moi, je sentais. C'est inévitablement d'avoir à jouer un rôle de représentation des physiothérapeutes, des professionnels de la physiothérapie, même si c'est pas ça mon rôle, mais inévitablement, quand on prend la parole, qu'on soit dentiste ou médecin, on est identifié comme ça. Donc, il y avait beaucoup aussi ça. Donc, je me préparais vraiment, je me prépare encore beaucoup avant mes interventions pour être sûr de dire les bonnes choses, mais aussi de ne pas être mal interprété, de choisir les bons mots et aussi d'être prêt, parce que c'est du direct, à d'autres interventions qui viendraient, par exemple, brouiller ce que je veux dire, peut-être confondre un peu ce que j'ai voulu dire. Donc, il y avait vraiment plusieurs raisons qui faisaient en sorte que c'était plus que du trac, parce que j'ai toujours le trac, mais c'était vraiment difficile quand même. C'était quand même assez intense. Et on est chacun différent, mais le seul truc, c'est d'en refaire, et d'essayer de ne pas être trop difficile avec soi-même. C'est difficile aussi parfois de trouver la ligne entre être critique, s'améliorer, puis se dire, bon, regarde, là, c'est comme ça aujourd'hui, demain, ça sera meilleur, mais c'est juste d'en refaire. Et à un moment donné, j'en ai fait beaucoup plus régulièrement des chroniques à la radio, et c'est là que les processus d'apprentissage ont pu s'actualiser. Parce que quand on fait, je prends l'exemple de la radio, mais ça pourrait être n'importe quoi, on en fait une fois par mois, une fois par 3 semaines, bien, on a l'impression de reprendre d'avoir perdu ce processus d'apprentissage qu'on avait peut-être commencé à construire au moment de la dernière chronique, et là, c'est à recommencer. Donc, d'en faire régulièrement aussi, moi, ça m'a aidé à mieux vivre ce trac-là.
Puis la préparation aussi, ce qu'on entend, c'est que à chaque fois, tu mettais beaucoup de temps prêt, même si c'était un 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes d'enregistrement, il y avait du travail derrière. Là. Oui, ça n'a pas changé. En fait, je me prépare pas de la même façon, mais pour ce qui est du temps, c'est toujours 2 jours de préparation avant toutes mes interventions. Je parle pas des entrevues pour un livre, là, mais de quoique, mais les chroniques, par exemple, que je fais, c'est 2 jours de préparation, même si ça dure 5-10 minutes. Comment est-ce que le fait de bâtir cette notoriété-là, et on en parlait un petit peu comme en pré-entrevue tantôt, ça te rapproche des gens, ou ça rapproche les gens de toi d'une certaine façon quand tu deviens public? Comment est-ce que tu vis ça? En fait, cette visibilité-là, pour moi, c'est pas quelque chose que je souhaitais du tout. Moi, je souhaitais communiquer, aider les gens. Et il y avait vraiment de ça, il y avait vraiment une certaine forme de relation d'aide, en tenant compte de toutes les limites que ça a de faire une intervention à distance. Donc, cette visibilité-là, pour moi, ça faisait pas partie de mes objectifs, absolument pas. Et ma chaîne YouTube est arrivée un peu après ça. En fait, je publiais des vidéos, mais à une fréquence vraiment très basse que mes vidéos n'étaient pas vues beaucoup comparé à maintenant. Mais la visibilité que j'ai maintenant, c'est vraiment par la chaîne YouTube. Oui, par les médias, la télé, la radio, mais les vidéos qu'on publie, et particulièrement les contenus qu'on publie en physio, ça se démode pas vraiment. C'est pas comme si je commentais le nouvel ordinateur Apple qui est sorti ce mois-ci. Là. Ça se démode pas vraiment tant que ça. Donc, les vidéos sont vues longtemps, ce qui fait que j'ai plusieurs de mes vidéos qui sont beaucoup, beaucoup plus vues que ce que j'ai fait à la télé, par exemple. Et donc, cette visibilité-là, ça devient aussi un défi aussi à gérer concrètement, parce qu'il y a plein de commentaires, il y a toutes sortes de commentaires. Il y a des commentaires blessants, il y a plein de commentaires positifs. Il y a vraiment une exposition à une grande diversité de comportements humains. Et ça, c'est vraiment particulier. C'est quelque chose, moi, que j'ai pas vu venir dans un sens, parce que quand on écrit un livre, que ce soit mes 2 premiers romans ou les guides pratiques, oui, il y a des gens qui m'ont écrit, oui, il y a des gens qui sont venus me parler au salon, à des salons du livre, par exemple, mais ça n'atteint pas un nombre aussi élevé. Tu sais, je reçois des centaines de questions, de commentaires par semaine. J'avais pas ça avant, quand c'était les livres ou la radio ou la télé. Souvent, les recherchistes vont nous transmettre des courriels qu'ils ont reçus, mais on m'en transmet pas 450, on m'en transmet quelques-uns. Ouais, j'imagine qu'on ne transmet pas des courriels blessants. Là. Non, c'est ça. Quelqu'un qui fait ce filtre-là. Exactement. Donc là, tu deviens vraiment ta seule armée qui est toi-même vis-à-vis c'est ce que les réseaux sociaux font, dans le fond. Là. Oui, moi, je suis étonné parce que je me disais, je donne des conseils, je simplifie un peu, là, mais sur les problèmes de dos. Pourquoi ça devient litigieux? Pourquoi, tu sais, ça génère ça? Mais bon, c'est comme ça, faut vivre avec. Mais en même temps, cette visibilité-là me permet aussi de m'adresser à des gens qui sont en Afrique et pour qui l'accès à Internet est parfois très difficile, mais plus facile que d'accéder à un médecin ou un professionnel de la réadaptation ou quelconque professionnel de la santé. Et ce rapport aux différentes cultures aussi, c'est absolument fascinant. Et ça, ma chaîne YouTube me permet de vivre ça de façon assez simple. Hein. Je ne suis pas obligé de prendre l'avion, de me déplacer. Et donc, il y a plein de bons côtés aussi à cette visibilité-là. Et ça vient aussi avec une responsabilité. Et ça aussi, là, je parle pour moi, qui n'est pas toujours simple à vivre, parce que ce n'est pas quelque chose que je souhaite, que j'ai souhaité non plus c'est ça, de vivre cette responsabilité-là de nos paroles, des choses qu'on dit, parce que ça... Et puisque ça aura une grande visibilité, il faut faire les choses comme il faut. Puis comment tu as géré ça, les mauvais commentaires, le stress, le trac? Tu sais, à grande échelle, tu en as vécu beaucoup. À petite échelle, on a ce même trac-là quand on commence notre pratique en physio ou quand on voit un nouveau milieu de pratique. Tu sais, ça a été quoi cette gestion-là de recevoir des commentaires négatifs, de gérer ces commentaires négatifs-là, de faire la part des choses? Ça, je n'ai pas encore trouvé. Alors, on pourra peut-être faire un autre podcast dans un an. Mais il y a quand même des outils pour le mot qui me vient en tête, modérer, mais pour filtrer plutôt certains mots. Fait qu'il y a des mots qu'on ne veut pas personne avoir sur nos fils de discussion qui sont filtrés. Alors, ces commentaires-là apparaissent pas. Apparaissent dans une boîte de messages différents, donc je peux décider de les publier ou pas. Fait que je prends quand même ces outils-là, mais je pense que c'est à chacun de vivre ça. Et j'ai des collègues aussi qui font un peu ce que je fais dans d'autres professions, et il y a des collègues, ça les
touche pas du tout, ça les blesse pas du tout. Alors, on a chacun aussi notre sensibilité pour gérer tout ça. Mais ça, c'est une partie. Mais en fait, il faut pas se laisser déconcentrer non plus par ça, parce que sinon, on ferait rien. Il y a aussi de faire la part des choses, tu sais, dans le fond. Quand on sait de qui vient le commentaire, des fois, ça vaut pas la peine non plus. Oui, mais moi, j'ai pas réussi à expliquer ça à mon cerveau. OK. Non, je pense que c'est plus complexe que ça. Et la particularité, c'est la régularité des attaques. En même temps, je ne veux pas parler pendant une heure de ça, mais la régularité, la fréquence des attaques font en sorte que... Sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux. C'est chaque jour. Donc, c'est ce qui devient un peu aberrant dans le sens que ça ne représente pas la vraie vie. L'anonymat crée ça aussi sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, c'est un outil absolument fabuleux pour transmettre plein d'informations, plein de connaissances, pour ne serait-ce que faire connaître aussi ce qu'on fait, nous, les professionnels de la physiothérapie. C'est pas encore parfaitement connu. Hein? Il y a plein de choses à faire connaître, puis ça permet c'est des outils extraordinaires pour faire ça. Ce qui est beau... Ouais, vas-y. Ben non, vas-y. Non. Ben moi, j'allais te poser la question, Denis, comment est-ce que cette proximité-là, tantôt on parlait d'algorithme, puis j'ai senti dans ce que tu disais le choix, des fois, de dire, ben je vais publier tel truc parce que je sais que le risque il y a plus de chances que l'algorithme le reconnaisse comme un contenu intéressant. Donc, comment est-ce que cette relation-là de proximité avec les gens et aussi les algorithmes de YouTube, Facebook, etc., font en sorte que ça influence ton propre contenu. Donc, ça t'influence toi comme producteur de contenu ou créateur? Je pense que c'est impossible de ne pas du tout être influencé par ça. Moi, je produis beaucoup de contenu. Ça fait que j'ai pas comme objectif que chacune de mes vidéos, chacun de mes articles, je fais pas un concours de clics. Je le prends vraiment pas comme ça. Moi, ma stratégie, c'est de produire quand même beaucoup de contenu. Puis je me dis, ben s'il y a des vidéos, par exemple, des articles qui attirent plus de clics, par exemple, ben ça sera ça. Mais j'essaie de ne pas me laisser trop influencer par ça, par l'algorithme, et de toujours garder en tête pourquoi je le fais, pour qui je le fais. Et l'avantage de l'algorithme aussi, c'est de pouvoir atteindre des gens qui sont un peu plus dans des niches. Je parlais de la maladie de Parkinson, j'aurais pu donner plein d'exemples. On peut parler de pédiatrie, on pourrait parler de vraiment beaucoup de choses. Alors, ça offre cet avantage-là aussi, de pouvoir atteindre des gens qui vont écrire sur un moteur, qui vont poser leurs questions sur un moteur de recherche, et on va pouvoir être répertoriés et les atteindre aussi. Et là, à ce moment-là, c'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de vues ou de clics, mais c'est que dans le fond, c'est le marché parfois où la niche est tellement étroite qu'on atteint un petit groupe de personnes, mais pour qui on a publié ce contenu-là, par exemple. Oui, et ce qu'il y a pas de sous-entendu, mais ce qu'il faut ajouter à ça aussi, c'est l'élément financier. Parce que c'est sûr que si on produit une vidéo par mois chez soi, c'est parfait, hein? Mais dans mon cas, c'est un peu plus que ça. Donc, ça demande aussi un investissement, les droits des photos, les droits des vidéos, l'équipement, le temps. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux financiers. Donc, il faut que ça soit aussi rentable, sinon je vais aller traiter des patients à temps plein. C'est important pour moi de continuer cette pratique-là en pratique privée à domicile, dans mon cas, parce que c'est ce qui est le plus facile à gérer. Mais si on veut être présent sur les réseaux sociaux, il y a aussi cet aspect-là. Si on a, par exemple, je ne sais pas, une clinique privée qui permet de financer une chaîne, c'est une chose, mais il faut trouver des mécanismes. Et la course au clic, en fait, pour beaucoup d'influenceurs, ce que ça cache, c'est la course au revenu. Il y a aussi de ça. Dans mon cas, c'est pas un élément, je ne veux pas me laisser guider par ça, parce que sinon, je vais changer toutes les vignettes de mes vidéos, je vais mettre des mots négatifs qui influencent les émotions négatives ou des expressions du visage qui sont très catastrophiques, et ça, c'est démontré, ça génère des clics. Mais en même temps, c'est un peu... c'est une pente glissante de tomber là-dedans, parce que on peut aussi pervertir le message aussi qu'on veut donner, l'information qu'on veut transmettre, et c'est fou, parfois, il y a des personnes qui regardent des vidéos, qui lisent des articles, qui, peu importe le type de contenu qu'on consomme, et ce qu'ils retiennent, c'est pas toujours ce qu'on voulait transmettre. Alors, il y a cet enjeu-là aussi. Mais il y a un enjeu, ce que je trouve intéressant, c'est que tu t'es formé en marketing finalement, parce qu'il y a beaucoup de concepts que tu as emmenés dans la discussion, comme le concept de sujet evergreen, fait que des sujets qui vont rester dans le temps pertinents pour la population, le concept de persona, fait que dans le fond, de s'adresser à la clientèle cible
qu'on veut vraiment cibler, le coût par clic. Comment tu as réussi à... C'est-tu avec le temps que tu as découvert tous ces concepts-là marketing ou tu t'es formé en marketing? Non, je ne me suis pas formé en marketing. J'ai fait une maîtrise en pratique de la réadaptation, donc on n'a pas parlé des clics. Quoique je l'ai fait sur l'importance ou les effets ou l'impact du web sur la santé des personnes. OK. Donc ça m'a quand même... Puis qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Vraiment plusieurs choses, mais je vais répondre à ta question. Ouais. En fait, non, j'ai pas été formé en marketing du tout. Mais quand je te parlais de produits evergreen ou qui restent frais à vie, là, qui restent pertinents, ben c'est le propre à notre profession. Pour la grande majorité des choses par rapport à ce qu'on transmet aux patients. Donc, ça se démode pas. Donc, ça, c'est plus une caractéristique de ce qu'on fait. Ouais. Et aussi, ben quand j'écris un livre, je vais faire le lien avec le livre. Si j'écris un livre et c'est lu par 300 personnes, je ne l'écrirai pas parce que c'est beaucoup de travail. Exact. Donc, quand on fait quelque chose, ben on veut que ça atteigne un public cible. Donc, si on veut traiter des patients et personne se pointe à nos rendez-vous, ça ne fonctionne pas. Donc, c'était plus par la force des choses que je souhaitais rejoindre les personnes à qui je destinais telle ou telle information. Par rapport à ma maîtrise en pratique de la réadaptation, la question que je me posais à moi, là, avant de faire cette maîtrise-là, c'est ce que je fais sur mon site web, sur YouTube, dans mes livres, est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que mon site web, c'est là juste pour vendre des livres, par exemple? Ou est-ce que il y a vraiment une utilité? Et je dis ça, je fais le lien avec les livres parce que ça m'a souvent été reproché de parler de mes livres sur mon site web et ça me questionnait. Je me disais, bon, je comprends qu'il y a des gens qui le perçoivent comme ça. Pour qui comprend bien... Qui te reproche ça? Des gens, là, c'est quand même des courriels que je recevais régulièrement. Parce que, tu sais, je vais faire une parenthèse, Denis, je veux pas... Parce que c'est super intéressant, mais si tu écris un livre, puis tu sais, évidemment, ça va de soi, là, si tu rejoins 50 personnes en écrivant un livre qui t'a pris 6 mois à plusieurs heures par semaine, ça sert à quoi de l'écrire? Donc, évidemment, il faut le mettre de l'avant. Oui, en fait, je sais pas. Ces personnes-là avaient leur motivation de m'écrire ça. Puis pour qui comprend bien le milieu du livre au Québec, on vit pas de l'écriture. C'est absolument impossible. J'ai vraiment la chance que mes livres se vendent bien, mais on peut pas vivre de notre écriture. Fermeture de la... C'est une carte de visite à ce moment-là. Dans le fond, ça donne une notoriété d'avoir écrit sur un sujet. Moi, en fait, mes livres, pour moi, sont disponibles en bibliothèque aussi. Hein. On n'est pas obligé de les acheter non plus. Fait que je me disais, les gens qui veulent aller plus loin, je pense à mon blog, en l'occurrence, un article de blog, ça reste quand même quelque chose de relativement court. Donc, si les personnes veulent aller plus loin, ils peuvent continuer avec le même auteur, mais dans un livre. Mais je me posais quand même la question, est-ce que ça donne quelque chose de faire ça? Ouais. Et donc, j'ai ouvert cette réflexion-là en faisant cette maîtrise-là, ma réflexion à moi, sur les effets de ce qu'on fait sur le web, nous, les professionnels de la santé, sur la population. C'était en 2019, fait que ça fait déjà quand même quelques années. Ça fait pas si longtemps, mais en même temps, c'est avant la pandémie. Mais c'est fou comment le web est devenu, et l'est de plus en plus, une source d'information en santé. Et pour moi, je pense qu'on gagnerait même à s'investir encore davantage, nous, les professionnels de la physiothérapie et de la santé plus généralement, à occuper cet espace-là. Et oui, il y a une utilité à ça. Et j'ai fait un sondage qui est... Évidemment, c'est un sondage que j'ai fait sur mon site web. Je n'ai pas randomisé des personnes. C'est un peu compliqué aussi de randomiser quoi que ce soit. Mais mon étonnement, c'était que les personnes qui viennent sur mon site et qui ont répondu au sondage, parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu répondre au sondage, j'imagine, mais il y avait quand même 1400 personnes qui ont répondu. Il y avait une majorité de personnes qui allaient déjà en physiothérapie et qui trouvaient pour eux et pour elles que c'était comme un supplément d'information qui les aidait à peut-être mieux comprendre ce qu'ils recevaient comme traitement, peut-être être plus motivés, peu importe la raison. Mais ça m'a quand même étonné. Et il y avait aussi une certaine proportion de ces personnes-là qui n'avaient pas accès à des soins du tout. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans cette réflexion-là, c'est de prendre la place, justement. Il y a cet enjeu-là d'accessibilité que je comprends qui est au cœur de tes valeurs. Là. Mais au-delà de ça, avec les nouvelles technologies comme ChatGPT et compagnie, il reste que ces intelligences-là artificielles vont utiliser le web pour éventuellement... réinformer la population d'une certaine façon, vont synthétiser le web. Si la physiothérapie n'est pas présente en texte ou d'une certaine façon, bien jamais l'intelligence artificielle va pouvoir utiliser ce contenu-là pour influencer aussi qu'est-ce que ça va dire.
Qu'est-ce que t'en L'intelligence penses? artificielle, c'est vraiment un vaste sujet parce Ouais. que ça va vraiment révolutionner la santé au grand complet. Et l'intelligence artificielle remplacera jamais, Non, ou en tout cas, clairement. le lien de confiance avec une personne, qu'on a envers une personne. Donc, les clients, les patients qui viennent nous voir, en principe, ils ont confiance en nous. Et souvent, cette relation d'aide-là est possible avec un minimum de confiance au départ, en tout cas, et elle se développe. Et ça, l'intelligence artificielle, mais en tout cas, on verra plus tard, là, Ouais. ça va vraiment évoluer rapidement, mais quand même, ce lien de confiance-là est fondamental et cette crédibilité-là aussi, elle est fondamentale. Et moi, si je me fais opérer peu importe, au cerveau, j'aimerais mieux que ce soit un neurochirurgien que l'intelligence artificielle qui est dirigée par 3 techniciens derrière, parce qu'il y a un lien de confiance, parce qu'il y a des connaissances aussi, parce qu'il y a aussi des connaissances qui sont liées à ce qu'on fait dans notre travail, ce qu'on fait avec nos mains aussi. Donc oui, il y aura un arrimage de tout ça aussi, bien sûr, sur ces contenus-là. L'intelligence artificielle peut déjà écrire un article de blog rapidement. Et si on prend 25 articles de blog qui ont été écrits sur la hernie discale, ça se ressemble souvent quand même assez pas mal. Mais il y a aussi le lien de confiance qui se crée. Et d'être présent sur le web, bien, c'est nous, les professionnels de la physiothérapie, c'est aussi être présent dans la vie des gens. C'est pas juste qu'on est sur le web, c'est que ma chaîne YouTube, ça crée un sentiment de proximité. C'est un peu comme la radio d'une certaine façon. Moi, je m'adresse à une personne. Et quand on regarde plusieurs vidéos d'une même chaîne, on a presque l'impression d'avoir un lien avec l'autre personne. Et ça, l'intelligence artificielle, je ne suis pas certain qu'elle va pouvoir recréer ça. Donc, ce côté-là humain qu'on a beaucoup avec nos patients, quand on leur touche, quand on est avec eux physiquement très, très près, bien, il y a ça aussi dans ce qu'on fait sur le web que l'intelligence artificielle La notion de proximité, pourra pas vraiment. remplacer. Mais de toute façon, pour revenir à l'intelligence artificielle, vu que j'ai ouvert la petite parenthèse, c'est sûr que ça ne remplacera pas l'humain. L'objectif, c'est de remplacer l'automatisme que l'humain fait à un certain moment. T'sais, jamais l'intelligence artificielle, selon moi, mais peut-être quelqu'un va me corriger, va remplacer le physiothérapeute, va peut-être juste remplacer la section qu'elle peut le remplacer ou qui va fournir de la documentation au physiothérapeute pour qu'il puisse, lui, par la suite, travailler plus rapidement et donc répondre à un enjeu d'accessibilité. Je pense pas qu'un jour, peut-être qu'un jour, je veux pas trop parler, mais j'ai pas l'impression que ça va remplacer le neurochir. Je parlais pas de remplacer cliniquement. On parlait de web, de ce qui se fait sur le web. Je comprends. Donc, ça serait probablement assez facile pour quelqu'un de mal intentionné de se partir des blogs, peu importe le sujet médical, et de publier des informations qui sont, à la limite, peut-être, qui ont de l'air bonnes, mais qui sont tout croche, ou pire, des informations qui sont instrumentalisées pour vendre des choses. Et ça, les gens le savent peut-être pas tant que ça, mais nous, on a l'ordre professionnel qui est là, et on peut pas faire n'importe quoi. On a un code de déontologie. Et donc, ces interventions-là qui pourront être faites par l'intelligence artificielle, ces articles de blog, par exemple, qui pourront être... c'est vu parfois des centaines de milliers de clics. Là. Ça a une influence et c'est invisible en ce sens qu'on ne mesure pas cet impact-là. Et donc, plus on est présent, nous, les professionnels de la physiothérapie, moins on pourra se faire remplacer parce qu'on aura identifié la crédibilité d'un texte à une personne humaine. Exact. C'est ça. Qui représente un nom professionnel. Je pense que ça, c'est tout l'enjeu de former la population par rapport à la différence entre quelqu'un qui a un ordre versus quelqu'un qui n'en a pas. Oui. C'est ça. Oui, non, mais c'est le phénomène d'occuper l'espace parce que le vide, l'univers n'aime pas ça. Hein? Et évidemment, là, c'est ce qu'on risque d'avoir, c'est un vide qui est remplacé par n'importe quoi. Si c'est pas nous qui le faisons, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et dans ce cas-ci, bien évidemment, l'intelligence artificielle devient un outil, en tout cas pour n'importe qui. Il y a ça. Et l'autre élément aussi dont on ne parle pas souvent, je trouve, c'est que de pouvoir aller à la rencontre des gens par le web, ça coûte pas très cher dans le fond, et ça nous permet aussi d'avoir une rétroaction de personnes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées. On a tous un peu un biais comme professionnel de la physiothérapie. Si moi, je suis, je sais pas, spécialisé dans les problèmes d'épaule et je vois juste des gens qui ont des problèmes à l'épaule, je dis pas que je perds complètement toute connexion avec la réalité, c'est pas ça que je dis, mais on a quand même un biais. Et donc, c'est intéressant aussi, et moi, ça me fascine de lire les commentaires sur mes réseaux sociaux, de lire les courriels que je reçois de personnes qui ne seraient jamais venues me voir parce qu'ils n'ont pas les ressources pour plein de raisons et d'écouter, d'entendre leur point de vue, pas juste social, là, d'un point de vue clinique, là, sur leurs conditions très précises. Et parfois, ça recadre un peu, moi, en tout cas, ça recadre pour moi l'espèce d'échantillon que j'avais qui s'appuie sur pas uniquement, mais sur mon expérience clinique,
Or, il y a plein de gens qui sont jamais venus me voir, qui peut-être... il y a peut-être la pointe de l'iceberg que j'avais peut-être oublié de voir le reste de l'iceberg. Tu parlais d'un sondage sur ton site web, puis là, dans le fond, c'est pas randomisé. On n'a pas... oui. Donc, c'est un peu le même concept. Tu sais, puis il y a des commentaires sur le groupe là, physio-technologue là, sur Facebook. Puis je pense que les gens en 2023, là, j'ouvre les guillemets, là, les gens en 2023 comprennent mieux ce concept-là. Puis on a aussi un rôle de coach. Mais oui, mais attention, ça fait 25 ans que tu pratiques la physio. Puis les gens avec qui tu as l'impression d'avoir cette relation-là, ce sont tes patients qui te connaissent déjà, ou leur famille, leurs amis proches. Statistiquement, on dit qu'on voit 10 à 15 % de la population en physio. Donc, effectivement, quand on va voir le 85 à 90 % des autres, ça nous permet d'avoir une bonne idée de ce qu'on fait. Est-ce que ça touche 100 % des gens, finalement? Tu sais? Ouais. Ça serait quoi les messages? Parce que, dans le fond, mettons qu'on parle de N, là, de nombre de participants ou le nombre de personnes qu'on voit en physiothérapie. Mettons, moi, j'en vois très peu. François, plus. Puis toi, tu as accès à tout l'éventail, dans le fond, des gens du Québec et du monde. Ça serait quoi mettons, peut-être 2 ou 3 choses que tu as remarquées qui t'a chamboulé? Dans le fond, tu as dit, crème, ça change ma perception de, justement, la physio. Grosse question, c'est dur. Oui, c'est une grosse question. Je pense que j'en ai un peu parlé, mais des gens qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas accès à des ressources. Puis qu'est-ce que ces gens-là t'ont appris? Que c'est intolérable et qu'on doit se battre pour ça. Et aussi, ce que j'ai appris aussi, c'est de répéter un message. C'est bien aussi. On ne veut pas répéter la même chose à un patient 50 fois, mais dans un contexte d'intervention publique, de répéter les mêmes messages, je pense que c'est essentiel. Et au début, quand j'ai commencé à faire ce que je fais dans les médias, je me disais tout le temps, ça, est-ce que je l'ai déjà dit? Oui, OK, on ne le redira pas. Mais de parler notamment du manque d'accès aux soins, c'est essentiel de répéter le message, de le peaufiner, de le développer, parce que, concrètement, je reçois encore plein de courriels, plein de messages de personnes qui sont en détresse, souvent, là, qui ont des pathologies pour lesquelles ils devraient avoir un suivi. Fait qu'il y a eu ça. Quel commentaire qui m'a... je ne sais pas quoi répondre à ça précisément. Il n'y a rien qui a vraiment peut-être tout changé dans ce que je faisais, dans les commentaires que je reçois. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Qui va recadrer un peu, parce qu'en fait, c'est une question de rétroaction, tu sais, avec les gens avec qui tu as ce contact-là. Tu te dis, OK, les gens réagissent de cette façon-là, finalement, quand je dis tel truc. Peut-être que, tu disais tout à l'heure, là, le phénomène d'avoir bien compris ce qu'on voulait comprendre, mais pas nécessairement ce qu'on voulait dire. Donc, c'est dans cette relation-là avec les gens, tu sais, comment est-ce qu'on construit un peu notre présence basée sur cette rétroaction-là? Oui, en fait, il y a quelque chose que je pourrais dire par rapport à ta question, puis on peut revenir au point que tu soulevais, mais c'est ce besoin vraiment très fort chez l'humain que l'autre personne règle notre problème. Okay. C'est vraiment ultra puissant. Et en fait, je ne savais pas quoi te répondre parce que pour moi, ce que je fais sur le web, dans mes livres, tout ça, c'est d'aider les gens à s'aider eux-mêmes. Ouais. Et je répète, j'ai dû répéter des milliers et des milliers de fois d'aller consulter votre médecin, un professionnel de la physiothérapie, etc. Mais ce que plusieurs personnes veulent, c'est que une personne X règle le problème. Et c'est souvent le commentaire que je reçois, c'est-à-dire des questions très précises, très spécifiques. Et ça, c'est vraiment un défi. Et quand je disais de répéter le même message, d'outiller les gens à s'aider eux-mêmes, de savoir quand consulter et d'avoir mais ce que les personnes veulent avoir en situation de t'as mal à un endroit puis tu cherches sur YouTube comment régler ma douleur, par exemple, ou comment... tu veux que ce soit ça qui règle ton problème, ou en l'occurrence la personne. Et je m'interroge sur les meilleures façons de construire et de communiquer ce message-là, à savoir que c'est la personne qui doit elle-même s'aider, et c'est quelque chose qui ne peut pas se faire à distance. Et moi, ça me confronte aussi, ça, à tous ces charlatans qui sont notamment sur le web, mais il y a aussi des livres qui ont été publiés que tu dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens d'écrire ça dans un livre, qui mettent parfois la santé des gens en danger. Donc, comment négocier tout ça entre pas être là du tout et laisser de la place à tout le reste, ou être là et
au début, j'écrivais, c'est pas possible pour moi de répondre à vos questions personnelles. Je vous encourage à consulter une personne, mais mathématiquement... Elle va aller voir qui, cette personne-là, c'est ça aussi? En fait, ça lui appartient. Là, si on parle disons qu'on parle d'un médecin. Là. Sur la planète, dans la francophonie, il y a quand même pas mal de personnes qui ont au moins accès à un médecin aux urgences ou en quelque part. Là. Mais sauf que ça devient quand même un enjeu parce que moi, je peux pas écrire à tout le monde qui m'écrive ça parce que je serais pas ici, je serais en train de répondre, même s'il y a des outils automatiques pour le faire quand même plus rapidement. Mais en fait, la question que je me pose, c'est que à l'intérieur même des vidéos, sans perdre les personnes qui regardent, sans que ça soit trop long, que ça soit trop didactique, mais comment aller stimuler chez eux, chez elles, ces ressources-là pour pouvoir être un peu plus critique, pour pouvoir se prendre en main soi-même. C'est vraiment un enjeu complexe. Mais donc, dans les commentaires, c'est pas un commentaire, mais c'est ces commentaires-là que je reçois régulièrement pour que je règle la situation de cette personne-là en une réponse de quelques minutes, là, de quelques mots. Mais c'est la réalité Tantôt, j'utilisais le terme carte de visite pour un livre, et beaucoup de gens vont écrire un livre pour bâtir leur crédibilité. Et dans le fond, c'était pas ton objectif, si je comprends bien, c'était plus de transmettre l'information. Et là, dans le fond, c'est ce que les gens reçoivent et perçoivent. Puis là, c'est pour ça qu'on peut se poser la question sur est-ce que c'est vraiment possible de bâtir une relation où on rend les gens, dans le fond, que ça ne crée pas de la dépendance ou une perception de dépendance que les gens se disent « Ah, ben Denis a écrit ce livre-là, clairement, c'est la bonne personne pour m'aider parce que je vois qu'elle comprend bien qu'est-ce que j'ai. » Je pense pas que ça crée la relation de dépendance. Je pense que ce besoin je dirais pas de dépendance, mais ce besoin, en fait, ce sentiment de ne pas être capable de le faire soi-même, c'est plus ça qu'un sentiment de dépendance. Je pense qu'il est là avant que les personnes, si on parle de mes réseaux sociaux, arrivent sur mes réseaux sociaux. Je pense que c'est ces personnes-là, on parle de ces personnes-là qui ont cette caractéristique-là. Hein? Donc, c'est comment aider ces gens-là. Puis en même temps, ce qui est vraiment très particulier, c'est que chacun de ces canaux-là que j'utilise, que ce soit YouTube, Facebook, moi j'ai fermé plein d'autres réseaux sociaux parce que c'était trop difficile à gérer, j'ai gardé ces deux-là. Mes livres, ce que je fais à la radio et à la télé, c'est souvent des vases non communicants. Donc, les gens ne savent pas que j'ai écrit des livres parfois sur YouTube, les gens à la radio, etc. Donc, c'est particulier. Oui, c'est ça. En fait, oui, il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, puis oui, peut-être les livres ont contribué ont certainement contribué à cette crédibilité-là, mais ces personnes-là qui ne se sentent pas suffisamment bien armées pour prendre soin d'eux-mêmes, pour le dire d'une façon assez courte, je ne sais même pas si la crédibilité est importante pour eux et pour elles. Je pense que juste d'écouter quelqu'un qui a de l'air à dire quelque chose qui a de l'allure, ces personnes-là se fient complètement à l'autre. En l'occurrence, parfois, moi-même, mais je me dis, mon Dieu, je pourrais leur dire, je sais pas, manger des patates pendant 2 semaines, ça va se passer. Ils le feraient probablement. Il y a une vulnérabilité qui est là de ces personnes-là qui sont peut-être, d'une certaine façon, peut-être démunies ou qui ne trouvent pas les ressources en eux ou en elles pour s'aider eux-mêmes. Quand je dis s'aider eux-mêmes, c'est pas s'auto-traiter nécessairement, bien que parfois ça peut être ça, mais de savoir qui aller voir, quand aller voir, etc. Il y a vraiment une responsabilité au niveau de la création de contenu qui peut devenir pesante à un certain moment pour toi, mais que tu relèves avec brio, mais... Il ne faut pas perdre de vue, en tout cas. Exact. C'est vraiment quelque chose d'important. Tantôt, je disais, on représente un ordre, mais au-delà de ça, on a un impact direct sur la population, plus notre notoriété augmente, finalement. Là. Oui, puis il y a des messages auxquels je n'ai pas le temps de répondre. Mais je me dis, ça n'a pas de bon sens de pas répondre à ça, mais on fait quoi? Concrètement, je fais quoi dans le temps? Puis en même temps, je me dis, est-ce que j'en fais moins ou j'arrête? Non, il me semble que ça rend service aussi, mais il y a vraiment des enjeux là. Mais oui, ça vient avec une responsabilité, mais ça vient aussi quand on prend la parole publiquement, tout le monde. On est plein en physiothérapie à donner des conférences, à intervenir dans les médias aussi, à répondre à des entrevues. De plus en plus. Oui, ça vient aussi avec cette responsabilité-là, mais je pense que le web et certaines plateformes sur le web, ça rejoint des gens qui sont relativement isolés, qui sont relativement vulnérables, et faut en fait, comme je l'ai dit, je me pose la question comment on fait pour les outiller davantage en restant dans le cadre des plateformes qu'on choisit. Ouais. Ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que de plus en plus, on avait Jean-François Esculier qui était là la semaine passée, pas la semaine passée, lors du dernier épisode. Dans ma tête, c'est la semaine passée, mais... Ça fait pas longtemps. Ça fait pas si longtemps, puis il parlait du fait de l'importance de l'éducation. Là. De plus en plus, on réalise que d'être non spécifique, fait que pas nécessairement de mobiliser la vertèbre X, Y, mais plus juste d'éduquer le patient sur la prise en charge, le stress, les saines habitudes de vie, puis tout ça,
peut avoir un impact énorme là, sur la population. Mais ça a un impact. Et c'est toujours aussi l'enjeu de trouver le juste milieu, parce que moi, je suis conscient qu'on ne fait pas juste ça non plus, évidemment, en physiothérapie, mais c'est important aussi de le faire quand j'ai commencé à donner des conférences, par exemple, parce que les conférences, j'ai vraiment une rétroaction immédiate. Et quand je demandais aux gens combien de pas par jour vous marchez, là, on parle d'il y a, je ne sais pas, peut-être 7-8 ans, combien de pas par jour vous faites? La majorité des gens ne le savaient pas. C'est juste un exemple. Et maintenant, quand je pose la question en conférence ou des publics semblables, il y a plein de gens qui le savent. Pour plein de raisons. Il y a des outils technologiques qui sont arrivés sur le marché, mais les gens sont quand même sensibilisés à ça. Je ne pense pas qu'on ait vu maintenant les professionnels de la physiothérapie comme des donneurs de massages puis d'exercices. Les choses évoluent, mais il faut rester, je pense, vigilant quand même sur ce qu'on transmet comme information, puis de continuer à faire connaître ce qu'on fait. Mais oui, ça a un effet et c'est souterrain, on ne le voit pas. C'est-à-dire, moi, quand je vois que j'ai 625 000 personnes qui me suivent, mais ça, c'est pas ceux qui regardent mes vidéos, c'est juste ceux qui me suivent. Ouais. C'est environ 25 des gens qui suivent mes vidéos qui sont abonnés. Mais pour moi, 625 000 personnes, je sais pas. Non, mais c'est pas que c'est énorme. Je le sais pas, c'est quoi. Non, mais si j'invite 625 000 personnes à souper, il faut que j'achète combien de je sais pas, moi, de... Il faut aller chez Costco, en tout cas. Bien là, il faut regarder la conversion, là, dans le fond. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est abstrait pour moi, ces chiffres-là, mais dans les faits, oui, il y a plein de personnes qui vont écouter mes contenus. Là, je prends mon exemple à moi parce que c'est celui que je connais, mais cet impact-là, il est invisible en quelque sorte, mais il est bel et bien présent. Et ça fait aussi changer les choses. Encore faut-il savoir quelle est la meilleure façon de transmettre les informations. On parlait des vignettes, là, des thumbnails qui annoncent, par exemple, si on parle de YouTube, parfois, juste ça crée une confusion sur le message si on utilise certains modes de communication. Et si on ne le fait pas, notre vidéo ne sera pas vue. Donc, je donne juste cet exemple-là, mais c'est pas simple de communiquer un message et de s'assurer qu'il soit compris par la plus grande proportion des personnes comme on aurait souhaité. Bien, je m'en allais là dans ma prochaine question. Puis, le thumbnail, la fameuse vignette, c'est une chose. Ça fait partie du contenu. C'est une petite partie du contenu du vidéo qui peut suivre, qui pourrait être 10 minutes par la suite, par exemple. Oui. Alors, comment est-ce qu'on joue? Parce que là, on parle d'éducation. Moi, dernièrement, quand je lis sur l'éducation, on dit qu'on se rend compte que le terme est un peu paternalisant, dans le sens où « je te dis quoi faire ». Là, on sait que sur Internet, les gens aiment être aussi, en bon français, « entertainés ». Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu entre transmettre une information qui est véridique ou qui, pour nous, qui fait du sens, être entendu, parce que si on est plate, il n'y a personne qui nous écoute. Donc, comment est-ce que tu trouves ton équilibre là-dedans, toi? Moi, c'est d'être intègre avec ce que je veux faire. Moi, je ne veux pas divertir dans ce que je fais. Donc, les gens qui veulent être divertis, ils me trouvent vraiment plate. Fait qu'ils regardent autre chose. Puis c'est correct, tu sais, on a chacun notre façon de choisir nos contenus. Ça va. Fait que d'être intègre avec moi-même. Par expérience, pour l'avoir fait vraiment souvent sur plusieurs plateformes, selon ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a des informations qui ne sont pas comprises de la meilleure façon si je les présente de la façon X, Y ou Z. Comme quoi, par exemple? Je n'ai pas vraiment d'exemples qui me viennent en tête, mais je sais maintenant, en tout cas j'ai l'impression que d'avoir un support visuel sur les informations que je donne, c'est beaucoup plus efficace. J'avais sous-estimé la quantité de personnes qui ne savent pas lire, ou en tout cas, si ces personnes-là lisent une phrase complexe, ils ne la comprendront pas. La phrase, c'est une réalité. La littératie en santé, l'alphabétisme, c'est un vaste sujet. Ouais. Mais j'avais sous-estimé ça. Et il y a longtemps, j'avais fait un sondage et j'avais posé la question, préférez-vous des vidéos ou vous préférez des articles de blog comme contenu? Sans entrer dans les détails, mais j'avais compris qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas, ces gens sont capables de lire, mais pour comprendre, retenir l'information, l'utiliser et en profiter d'une certaine façon, non, il y avait un maillon faible à un moment donné, que la chaîne se brisait. Donc, de transmettre des informations visuelles. Je me suis abonné à des banques de photos pour pouvoir le faire rapidement parce que ça ne peut pas être trop long. Par exemple, ça, c'est un exemple que je peux te donner. Aussi, on confronte beaucoup nos patients ou nos clients et les gens sur le web aussi aux croyances. Ça, c'est compliqué
de se heurter aux croyances. Moi, j'ai fait quelques vidéos au début de la pandémie sur le masque parce que je trouvais que, comme physiothérapeute, j'ai travaillé en respiratoire, on a notre rôle à jouer dans ces communications-là multiples sur le masque. Et là, on ne pouvait pas toucher, pas juste aux croyances, mais là, j'ai eu des commentaires politiques et c'est drôle parce que les commentaires qui venaient de la France, j'étais le blâme sur le gouvernement Macron. Ici, oups, le blâme, c'était sur le gouvernement Legault. Il y avait vraiment toutes sortes de commentaires qui touchaient à plein de cordes sensibles, notamment aux croyances. Et donc, quand on transmet une information qui va confronter certaines croyances, bien, on ne peut pas faire des miracles et convaincre tout le monde et expliquer tout le monde, même si on reste objectif, quand le prisme d'analyse de la personne, c'est ses émotions, par exemple. Donc, de créer un lien de confiance, de créer une certaine régularité quand on communique avec les mêmes... Je parle de mode d'expression sur le web, sur les réseaux sociaux. Quand on le fait avec une même personne plusieurs fois, bien, on arrive peut-être à briser certaines croyances. Et pour répondre, dernier élément de réponse, c'est que moi, je ne crois pas à la confrontation. Je ne suis pas certain que ces influenceurs qui se braquent contre, par exemple, des idées complotistes, je ne suis pas certain que c'est la meilleure façon non plus de le faire. C'est pas simple. Ça, c'est intéressant. Je m'excuse, je te coupe, mais c'est intéressant parce que le concept de choquer en marketing ou pour se faire entendre, c'est une bonne façon. Mettons, Blaise Dubois, il est allé direct avec la quantification du stress mécanique, hands-off. C'était choquant comme message à l'époque. Pourtant, c'est ça qu'il a... Il a confronté les gens. Fait que toi, dans le fond, tu as l'approche opposée complètement de pas confronter. Je le vois pas de cette façon-là. Okay. Quand je parle de confronter les croyances. Ah, OK. Vraiment, dans un mode d'analyse où on n'est plus avec la logique. Là. On n'a pas de... Donc, si moi, je suis anti-masque pour telle et telle raison, et il y en a plein, mais qui sont liés à mes croyances, parce que, par exemple, j'ai beaucoup de difficultés à faire confiance aux décideurs publics. Parfois, il y avait beaucoup de ça. C'était pas juste le masque, c'était l'imposition du masque. Exact. Alors, aller chercher des arguments de logique avec ces personnes-là, là, je parle pour moi, donc d'être en opposition avec leurs croyances, je ne suis pas certain que ça fonctionne toujours. Et parfois, on peut avoir aussi l'effet boomerang, que ces gens-là vont se braquer encore plus maintenant sur nous. Ce que je veux dire, c'est que dans ce que je fais sur ma chaîne, je ne vais pas de cette façon-là. Je vais essayer, en tout cas, de ne pas confronter les croyances et d'y aller à petit feu et avec essayer d'avoir une certaine logique, des explications qui peuvent être aussi compréhensibles pour tout le monde. C'est pas évident non plus de choisir les mots. Il y a des mots que les gens ne comprennent pas. Fait que si on dit tendinopathie, ben il y a plein de gens qui ne comprennent pas c'est quoi tendinopathie, qui arrêtent d'écouter. Est-ce qu'on devrait continuer à dire là, c'est un exemple un peu nono ce que je dis, mais parler de tendinite, mais où est-ce qu'il faut dire, ben là, on va parler du mot tendinopathie, mais c'est aussi tendinite. Quand je parle de physiothérapie sur ma chaîne, qui est vue beaucoup par les Français aussi, bien, j'explique une fois par vidéo, je dis une fois par vidéo, pour la kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, mais je leur explique pas que les kinésithérapeutes, ça existe au Québec aussi. C'est autre chose. Fait que dans la vulgarisation, c'est quand même complexe. Fait que je préfère expliquer, puis laisser le temps aux gens d'accepter ces informations-là pour revenir aux croyances, plutôt que peut-être des confronter. Et durant la pandémie, j'ai parlé du syndrome, la forme longue de la COVID-19, mais j'ai eu plein de complotistes aussi qui m'ont écrit. Mais moi, je n'embarque pas là-dedans. C'est ça. J'essaie de ne pas confronter, mais à chacun sa façon, comme je le disais. Mais c'est comme ça que j'ai choisi de faire pour essayer de communiquer. C'est vraiment intéressant le regard critique que tu as eu par rapport au message que tu transmets à la population. Tu sais, nous, les premiers en physiothérapie, des fois, c'est 1 à 1, puis... Des fois, on oublie de confirmer que le patient a compris que tendinopathie, tendinite, c'est la même chose. Les concepts sont les mêmes. C'est juste qu'on parle à plusieurs personnes au lieu de parler à une personne. Et clairement, un permet de s'améliorer dans l'autre, là, parce que le phénomène de confrontation, effectivement, là, ça, c'est assez connu. On crée l'effet inverse, finalement. Là. On réussira jamais à éduquer ou à faire changer d'avis quelqu'un si on lui dit que s'il croit noir, sinon la réalité, c'est blanc. Ouais. Et cette proximité-là qu'on peut avoir avec la population dans les réseaux sociaux nous permet de pouvoir tranquillement avoir une influence positive, mais jamais de façon brusque. Donc, parce que la confrontation peut être utilisée
d'un autre côté, par exemple, certains influenceurs peuvent être très... tu parlais tout à l'heure de Blaise Dubois, je ne parle pas nécessairement de lui, mais on en connaît d'autres qui sont très extrêmes, donc qui font usage d'extrémisme dans leurs idées, mais parce qu'ils vont chercher des raving fans qui aiment cette façon de penser-là, et c'est des gens qui vont monétiser finalement cette réalité-là. Et là, dans le fond, c'est pas toujours positif pour la physio en général, finalement. Oui, puis en fait, je reviens vraiment aux croyances parce que quand on développe une expertise dans un domaine précis, tu parlais de Blaise Dubois, on pourrait nommer plein d'autres professionnels de la physiothérapie aussi. Bien sûr, il y a des choses qui vont choquer, mais dans le sens qui viennent bouleverser un peu notre façon d'analyser les choses, mais qui restent sur un argumentaire qui s'appuie sur les données probantes, sur la logique, sur l'analyse. Pour moi, ça doit être là, évidemment. Mais quand on pense aux croyances, ben là, c'est autre chose. Et tu parlais de notre façon de communiquer, même avec nos patients. Dans ma maîtrise en pratique de la réadaptation, il y avait des cours sur l'apprentissage qui étaient donnés à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Et j'étais avec deux collègues physiothérapeutes, et on se disait, mais comment ça fait qu'on a... Et une collègue qui était beaucoup plus jeune que moi, on se disait, comment ça fait qu'on n'a pas appris ça dans notre formation de base, mais c'est vraiment une des roues de transmission les plus importantes, cette communication. Et c'est pas si simple d'adapter le mode de communication à la personne à qui on s'adresse ou aux personnes à qui on s'adresse. Et c'est vraiment un enjeu quand on s'adresse à un patient qu'on a en face de soi, donc le langage verbal, tout ça, ou qu'on s'adresse à 100 000 personnes qui sont sur le web et on voudrait que le message soit le plus compris possible, le mieux compris possible. Puis ce que je retiens aussi, c'est le concept de, encore là, moi j'appelle ça le personal brand, mais de parler de sa mission, sa vision, ses valeurs, mais il y a cette notion-là d'intégrité qui est vraiment importante pour toi. Peut-être que d'autres personnes utiliseraient les concepts d'être plus choquants, mais toi, tu as décidé d'y aller d'une certaine technique qui te représente. Est-ce que tu as réfléchi à... Fort probablement que tu as réfléchi, mais c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision, tes valeurs dans la transmission de ton message? Non, j'ai vraiment pas eu cette approche. Okay. Marc, je suis vraiment désolé de dire ça. Non, j'ai vraiment pas eu l'approche marketing. La plupart des gens ne le font pas dans le domaine de la santé. Mais pas du tout, parce que ça n'a jamais été planifié, ce que je fais, tu comprends? Et j'y vais plutôt... je parlais d'approche, par exemple, d'approche négative. Sur le web, on voit ça. Évitez de faire ça. Ne faites plus jamais ça. Ne faites pas ce mouvement-là. En anglais, fix this, don't do this. Et c'est ça qui génère des clics. Et l'algorithme s'intéresse aux éléments négatifs. Si on a une mauvaise nouvelle, il va y avoir plus de clics qu'une bonne. Alors, si on décide de transformer les informations qu'on donne, qu'on transmet, qui, elles, sont positives, mais dans un enrobage négatif, moi, ça ne correspond pas à qui je suis. Donc, j'ai pas réfléchi à ça, mis à part le fait que je voulais garder cette intégrité-là. Mais l'intégrité, c'est aussi intéressant aussi de le voir parce que tout à l'heure, tu as dit, le dernier podcast qu'on a fait la semaine passée, tu as dit, oh non, c'est vrai, il faut dire le dernier qu'on a fait parce que là, les gens vont pas nécessairement, ils sont pas avec nous pour l'écouter en temps réel. Mais c'est que c'était même pas la semaine passée. Non, mais je comprends. Tu casses l'Evergreen. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était intéressant de t'entendre dire ça parce que ce qu'on fait, peu importe écrire un livre, tout ça. Moi, si je pourrais réécrire tous mes livres, je ne réécrirais pas de la même façon. Je pourrais faire toutes mes plus vieilles vidéos, je ne les referais pas de la même façon. Et quand je me réécoute, je me dis, moi, je ne l'aurais pas dit comme ça. C'est pas la bonne façon. Et d'admettre, et ça, c'est une des philosophies que j'ai maintenant, c'est d'admettre qu'on va faire des erreurs, qu'on ne dira pas les mêmes choses. Et je sais maintenant que ces erreurs-là peuvent avoir des implications, peuvent avoir des conséquences qui sont pour moi parfois très stressantes. On a l'ordre professionnel, on a, il y a les médias aussi qui sont là, qui regardent un peu ce que je fais. Donc, cette intégrité-là, elle ne peut jamais être parfaite, parce que sinon, on ne fait rien. Exact. À moins d'avoir 12 équipes autour de soi qui vérifient tout ce qu'on fait. Puis même à ça. Même à ça, exactement. Quand j'écris des livres, là, à la dernière révision, on remarque encore qu'il y a juste des coquilles que tout le monde aurait pu voir, mais on ne l'a pas vu. Donc, cette intégrité-là qu'on veut préserver tous, j'imagine, comme professionnels de la santé, mais elle est toujours imparfaite. Et c'est pas si simple de vivre avec cette conception-là, même si on voudrait être intègre à 100%. Le mot intégrité n'est peut-être pas le meilleur, là, mais on fait des erreurs. Et la différence du web, c'est quand on fait une erreur, elle reste là. Et ça devient difficile de la corriger. Donc, moi, ça me fait réfléchir par rapport à ça, à l'aspect professionnel, à l'aspect de bien faire les choses. Mais oui, on fait des erreurs, puis il n'y a rien de parfait. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ta personnalité, puis on en a parlé un petit peu pré-entrevue, tu as une personnalité...
on se connaît pas beaucoup, là, mais j'ose croire perfectionniste dans le désir de qualité, peut-être un peu plus introverti, le désir d'être chez soi, de d'écrire, ça demande vraiment... c'est une personnalité, je dirais, atypique peut-être, ou qu'on s'imaginerait atypique pour toute la carrière que tu as là, dans l'extraversion, dans parlant publiquement, rencontrer des patients. Comment tu travailles tout ça? Est-ce que c'est que je te connais mal ou c'est que... Ben, en fait, moi, je le vois pas comme ça. Je le vois comme l'envie de communiquer, tout simplement. Et j'aime tout ce que je fais. Je parlais avec un ami récemment, je lui ai dit, c'est quand même particulier. Moi, dans ce que je fais, tout ce que je fais, j'aime ça. Il n'y a rien de plate. Quand je travaillais régulièrement au CHU Sainte-Justine, ben moi, faire des réunions, je trouvais pas ça super le fun, des fois. Mais dans ce que je fais, j'aime tout ce que je fais. Okay. Alors, j'essaie d'aller chercher ce plaisir-là. Il m'est arrivé au début de donner des entrevues. Je me disais, bon, qu'est-ce que je fais ici? C'est inutile de faire ça. Ou d'avoir... Bon, mais maintenant, la vie fait en sorte que tout ce que je fais, j'aime bien ce que je fais et j'y vais plus comme ça. Et ça peut paraître peut-être paradoxal. Moi, quand je suis dans un groupe, c'est pas moi qui va prendre le plancher, jamais. Mais le rapport à l'autre, la relation d'aide, le sentiment d'être... en tout cas, c'est une impression, j'espère que ça se concrétise, d'être utile aussi. Je pense que ça anime plusieurs physiothérapeutes, plusieurs professionnels de la physiothérapie, et moi, c'est ce qui m'anime. Alors, on peut regarder ce que je fais de différentes façons, objectivement, quand on voit ça de l'extérieur. Moi, ce parcours-là, qui est atypique, évidemment, mais je ne sais pas si c'est ma personnalité qui est atypique, peut-être que oui, mais le parcours l'est, et peut-être parce que j'ai souvent choisi aussi ce que j'aimais, mais parfois, il y a peut-être des décisions qui pouvaient paraître presque contradictoires, comme pas terminer ses stages pour aller étudier en théâtre. Mais au final, pour moi, tout ça, c'est assez convergent. Et si j'avais pas étudié en théâtre, et si j'avais pas fait cette réflexion-là quand j'étais en théâtre, ben je verrais pas mon travail de communicateur de la même façon non plus. Donc, on est vraiment, on a tous plusieurs facettes. On les vit tous, ces facettes-là. Et parfois, pour certaines personnes, elles sont plus visibles que d'autres. Mais moi, je le vois plutôt comme ça, par cette motivation de communiquer, d'aider les autres, de partager nos connaissances aussi, parce que elles ne nous appartiennent pas à nous, les connaissances. Hein. Il y a des gens qui nous les ont transmises, ces connaissances-là. Ça fait que c'est intéressant aussi de les repartager. Puis on apprend beaucoup aussi en partageant nos connaissances avec les autres. Des paroles très sages. Oui, mais c'est vrai, mais en fait, on le fait tous avec nos patients. On le fait tous avec nos patients. Ouais. Et on a cette rétroaction-là de nos patients. On a j'imagine, on a souvent cette satisfaction-là qui nous est transmise par nos patients parce qu'on les a aidés, parce qu'on a changé leur vie, mais aussi parce qu'eux nous ont apporté des choses. Je vous parlais de mon expérience en oncologie à Sainte-Justine. Le livre que j'ai écrit, ça a été entre autres, mon roman, ça a été entre autres inspiré par ça. Fait que moi, je le vois comme ça. Fait que je le vois pas comme un processus marketing et j'enlève rien à ces processus-là non plus, mais tu vois, dans la façon dont tu le présentais, toi, tu le voyais comme ça et c'était même cohérent en quelque sorte. Tu me parlais de concept marketing. Oui, exact. C'est ça. Et moi, je les conceptualise pas du tout. Mais je trouve ça extraordinaire parce que je pense que, j'ai l'impression que tu es une personne vraiment accessible. Les gens vont vraiment se représenter. Je pense que tu représentes beaucoup de physiothérapeutes au Québec. Fait que c'est le fun de voir que on n'a peut-être pas besoin de concepts très forts en marketing et tout ça pour débuter. On le fait par hasard. Oui, on le fait par hasard, mais tu sais, ton parcours qui t'a suivi, c'est la passion, le désir d'aider les autres, l'accessibilité et non... le clic, mais j'ajouterais quand même une chose par rapport à ça, parce que moi, je pense que c'est intéressant quand même de mesurer, de planifier, parce que moi, je suis un obsédé du chiffre depuis que je suis tout petit. Là. Je vous raconte pas mon enfance, mais du chiffre. Donc, moi, j'ai pas fait un plan marketing. Moi, j'ai fait littéralement un plan. Je vous montrerai un jour, vous allez vous rouler à terre tellement que c'est élaboré. Mais j'ai fait un plan pour savoir comment je vais réussir à rejoindre pas le plus de personnes absolument, mais comment je vais réussir quand j'écris un livre, par exemple, à ce qu'il soit lu. Alors, c'est pas un plan marketing, c'est un plan comment transmettre l'information. Mais probablement, tu le prendrais et tu me dirais, Denis, si, c'est un plan marketing. Mais au final, ça vient avec ta personnalité. Tu es quelqu'un qui se prépare. Moi, je suis pas quelqu'un qui me prépare nécessairement. Toi, tu es quelqu'un qui te prépare. Dans ta personnalité, tu aimes te préparer. Tu t'es préparé, tu as fait un plan. Tu étais drivé par tes passions, l'intégrité, l'accessibilité, puis ça a bien réussi. Fait que
c'est de soit se connaître ou d'y aller au gré le vent, là. Et finalement, ça va fonctionner si on continue à toujours mettre les efforts nécessaires. Mais on a ça. Puis d'apprendre dans le fond, de ce qui s'est passé une fois qu'on essaie quelque chose. C'est ça. Là. Mais en physio, on est, excusez, je coupe de nez, mais on est le pro du test-retest, là. C'est ça que j'allais dire. C'est ça. Exactement ça que j'allais dire, parce qu'en physio, on a tous ça. On nous a appris à réfléchir, à se préparer, à analyser, à remettre en question nos interventions, à les corriger, à les améliorer et à continuer. Ça fait que c'est vraiment ça que j'ai appliqué, en fait, à ce que je fais dans les communications, même si je n'avais pas d'assises académiques en communication, mais c'est exactement ça. C'est une structure, là, exact. une façon de travailler. Mais la physiothérapie, pour moi, c'est le meilleur parcours scolaire pour être adaptable à toutes les situations, là, parce qu'on apprend le test-retest, l'analyse, la résolution de problèmes, prendre contact avec les gens. Après ça, il n'y a aucune limite. On se fait peut-être enseigner à être trop rigide dans certaines choses comme ça, ce qui nous amène à être parfois confrontés que l'humain il est plus complexe que juste la rectitude avec laquelle on a vu les choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est confrontant en début de carrière, de dire, bien, 1 + 1 fait 2, pourquoi ça marche pas? Mais c'est parce que c'est plus complexe que juste 1 + 1 fait 2, là, l'humain. Oui, en même temps, on en parle vraiment beaucoup maintenant de cette complexité-là, de la globalité, des aspects, je sais pas, moi, socio-économiques, tout ça. On en parle, mais c'est pas nécessairement enseigné. Adapté. Ouais. Non, ton enjeu, c'est la formation universitaire. C'est ça que tu peux en Ben oui, parce que c'est de là qu'on part tous, tu sais, universitaire ou collégial. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans la façon de construire cette partie-là de ce que je fais, parce que je ne vous parlerai pas des patients que je vois à domicile, mais par rapport à la communication, ce que je fais sur le web, ça a quand même été structuré comme ça. Et si quelqu'un qui veut faire ça longtemps, je pense que c'est inévitable de s'asseoir à un moment donné puis de se dire, bon, je sais que c'est pas tout le monde qui veut écrire des livres, être sur le web, faire 12 000 affaires. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Et si je l'avais pas fait, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'il y a des contenus que j'ai produits dans un médium pour le remettre dans un autre parce que sinon, ça demande trop de temps. Mais oui, de revoir, de réanalyser ce qu'on fait et de se dire, est-ce que je continue? Ça donne rien. Ça, j'ai pas du tout rejoint les gens. Le sondage que j'avais fait durant ma maîtrise, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à pouvoir mesurer un peu avec toutes les limites de ce que cette mesure-là représente. Mais, et tu parles de la rigidité, peut-être, on est très dans notre tête en physio. On est vraiment très dans notre tête. C'est correct, là. Je pense que ça fait des bons physiothérapeutes. Et quand on fait une chronique où il y a plein de gens là, eux, ils peuvent vous parler de n'importe quoi, ça, c'est déstabilisant aussi. Ben oui. Parce que là, on est en direct. Puis quand j'ai fait des chroniques avec Alex Perron et Jean-François Barry, ça a été une super belle expérience. Mais là, ça peut prendre toutes les directions. Et là, il peut y avoir 2 écoles de pensée. On peut se dire, qu'est-ce qu'un physio fait là? Donc, de se mettre à risque pour peut-être que le message soit déformé, peut-être. Ou moi, je suis plutôt de l'autre école, qu'on doit être... pas nécessairement partout, mais on doit être dans ces endroits-là. Occuper l'espace. Et c'est aussi un espace qui est intéressant à développer. Et le rire, c'est probablement un des outils les plus forts pour apprendre. Mais quand même, ça va être aussi déstabilisant quand on arrive dans un milieu différent du nôtre où on doit communiquer. Ça arrive avec plein de physio, que ce soit des conférences ou des entrevues qu'un journaliste nous pose des questions. Et ça, c'est un peu déstabilisant parce que là, on contrôle vraiment pas tous les paramètres. C'est le défi de la science puis de la population. C'est de tenter de rejoindre puis d'être présent dans des endroits où la population se trouve. La population, en général, tu parlais tout à l'heure, dans le fond, de la capacité que les gens ont de comprendre nécessairement le contenu qu'on va produire. L'analphabétisme ou le concept de même si je suis capable de lire puis je lis une phrase, de bien comprendre qu'est-ce qu'elle dit. Ouais. Donc évidemment, quand on va rejoindre, nous, moi je pense que c'est un rôle qu'on doit, puis c'est un rôle que tu prends, c'est un rôle qu'on doit prendre comme scientifique. On a appris des données probantes. Comment est-ce qu'on peut amener ça chez les gens et non attendre qu'eux viennent vers nous en se disant, ben c'est nous qui avons raison, les données probantes le démontrent. Attends un petit peu, comment est-ce qu'on fait pour aller rejoindre les gens chez eux à ce moment-là? Il y a ça, et il y a aussi l'autre question qui se passe, c'est juste, est-ce que je peux parler de tout? Est-ce que comme communicateur, je peux parler de tout? Fait que ça aussi, je me pose cette question-là. Jusqu'où aller? Jusqu'où aller? Parce que j'ai une expérience quand même diversifiée. Là. J'ai travaillé dans plein de milieux. Donc, jusqu'où on peut parler d'un sujet? Moi, c'est une question que je me pose en ce moment.
on est formé de façon, je le dis positivement, de façon très générale en physiothérapie. On a du neuro, du respiratoire, on touche vraiment plusieurs... de la médecine, de la nutrition. Oui, c'est ça. On touche à plein de sphères de la santé, mais jusqu'où on peut parler individuellement quand on prend la parole. Ça aussi, je me pose la question. Et de le faire en s'appuyant sur les données probantes, ça, c'est, j'allais dire, une certitude, mais comment s'appuyer sur sur une expérience qu'on n'a pas? Parce que juste de présenter des données probantes, c'est pas toujours super intéressant, ça fait pas la meilleure des chroniques. Non. Donc, comment s'inspirer d'une expérience clinique qu'on n'a pas, par exemple? Moi, ce que je fais, c'est que je contacte beaucoup de collègues, pas juste des professionnels de la physiothérapie, mais quand même pas mal, pour essayer d'avoir de prendre le pouls, justement, de cette expérience-là que moi, j'aurais pas. J'ai fait un direct avec Chantal Dumoulin. Moi, c'est pas une expérience... que j'ai travaillé en obstétrique, mais j'ai pas évidemment du tout l'expertise de Chantal. Donc, pour moi, je tends à faire ça. Donc, de partager aussi les ondes ou le web avec des experts qui ont des compétences et une expertise, une expérience ciblée. Mais la question se pose quand même jusqu'où on parle de certains sujets. C'est le respect du champ de pratique de finalement référer lorsque en fait, oui, si on parle de traitement, mais est-ce qu'on doit tout connaître pour présenter des informations? Je comprends. Ouais. Donc, moi, je ne vais pas traiter... J'ai fait un direct avec une diététiste nutritionniste. On a parlé du microbiote. Bien, tu sais, je vais pas traiter... Évidemment, on a nos champs de compétences cliniques, mais dans la transmission de l'information, jusqu'où on va. C'est où la limite? Et c'est là l'importance, je pense, de notre rôle comme professionnels de la santé, de prendre cette place-là. Et on a chacun notre angle aussi pour le faire. Et on a beaucoup entendu l'angle de la médecine. Et évidemment, il faut l'entendre, mais je pense qu'il est temps d'entendre d'autres angles aussi, et entre autres le nôtre, en réadaptation. C'est intéressant parce qu'un médecin se dit... Bien, je ne veux pas parler à voix haute pour un médecin vu que je ne suis pas médecin, mais se sent confortable de parler de plusieurs sujets parce qu'il y a eu une formation quand même globale, diversifiée au début de sa pratique, mais se spécialise à un certain moment, mais a quand même un confort de parler de tous ces sujets-là, alors que le physiothérapeute, on est bien formé, comme tu dis, sur plusieurs sujets, mais pourtant, parfois, on va juste parler plus de musculo-squelettique parce qu'on a donc bien peur de ne pas respecter le champ de pratique. Mais quand on parle de dialoguer, de discuter, c'est correct de dire c'est pas mon expertise, mais voici ce que j'ai découvert, voici ce que j'ai lu, voici l'information que je connais, tu sais, et de la partager qu'on a une tribune finalement. Je ne sais pas si on peut parler de confort. Moi, je vais te parler de mon expérience parce que j'ai fait des chroniques avec des médecins, avec plein de médecins, et j'ai jamais vu dans mon expérience à moi des médecins qui étaient confortables de parler de tous les sujets. Ils semblent confortables peut-être. Oui, c'est ça. Mais moi, je semble confortable, jamais stressé, jamais le trac dans ce que je fais, mais je lis toujours le trac, tout ça. Mais donc, les apparences, c'est une chose. Mais moi, quand je voyais ces médecins-là ou les professionnels de la santé parler, mais parlons des médecins, je ne suis pas certain qu'ils étaient confortables, mais je pense que la société accepte que le médecin qui a une formation générale, globale, comme nous aussi, d'une certaine façon. Donc, les médecins prennent la parole sur différents enjeux. Je pense que la société accepte ça. Et je pense qu'on va parler des professionnels de la physiothérapie, on pourrait parler d'autres professionnels aussi, parlons de nous, mais je pense qu'on ne nous connaît pas suffisamment et on ne connaît pas la diversité de nos champs de pratique. En tout cas, on ne le connaît pas suffisamment. Des physios qui font du physio-respiratoire en milieu hospitalier, il y en a quand même pas mal. Et ceux qui sont formés pour le faire, mais qui n'en font pas nécessairement tous les jours, il y en a encore plus. Mais c'est pas très connu. Donc, quand j'ai sur ma chaîne, quand j'ai parlé je vous parlais du syndrome post-COVID, la forme longue de la COVID, mais pourquoi tu parles de ça? Mais en fait, donc, de faire connaître nos différents champs de pratique en prenant position aussi sur plein d'enjeux de société. Je pense qu'on n'a pas à être confortable pour le faire. Okay. On doit être légitime. Je pense qu'on est tout à fait apte à le faire et c'est très différent de prendre position sur un sujet ou présenter des informations que de se dire qu'on peut traiter n'importe qui, n'importe quand, sur n'importe quel cas. C'est pas ça l'idée. Mais je pense que c'est toléré, c'est accepté et c'est voulu aussi de la part de la grande population que les médecins prennent de la place. On a un modèle de santé qui est vraiment centré sur la santé individuelle, qui est vraiment centré sur les médecins, les hôpitaux, les médicaments. On commence à élargir de plus en plus tout ça. Puis l'idée, c'est pas de faire une guerre de clochers, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut prendre notre place et on est tout à fait en droit de le faire dans les médias, entre autres.
Vraiment intéressant. Je pense qu'on pourrait aborder une dernière question ou, dans le fond, amorcer notre fin. Qu'est-ce qu'on demande à Denis? La question qui tue? Ouais, non, as-tu une question qui tue? Moi, j'ai pas de question qui tue. Je pense qu'on pourrait, je sais pas, c'est des fois un conseil à donner. Ouais. C'est un message que tu aurais voulu transmettre à tes collègues physiothérapeutes. Tu sais, nous, le podcast est publié dans le groupe Physiothéphys. Tu sais, quelque chose, j'aimerais donc bien que mes collègues, ils sachent ça, ou qu'ils le ressentent, ou ils le vivent. Juste une petite phrase. Mon Dieu, je sais pas quoi répondre à ça. Un message, en fait, je suis pas quelqu'un qui veut donner des leçons ou quoi que ce soit, mais je le sais conseil pas, non sollicité, c'est pas du tout, Ouais, c'est pas ça. du tout mon rôle, mais je pense que je sais vraiment pas quoi répondre à ça. Comme je te dis, je me sens pas apte à donner des conseils, mais je pense que ce que j'aurais envie de dire, c'est que ce que je fais sur le web, tout ça, ce que je fais dans les livres, tout ça, pour moi, c'est juste une façon d'aider les personnes, que c'est un travail qui est quand même assez difficile. Pour moi, ça a été comme... c'est encore complexe de gérer ça dans le temps et que la réalité, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est pas du tout ce que c'est de l'intérieur. Et je pense que... Et une chose qui m'étonne, c'est que depuis que je fais ça, il y a très peu de professionnels de la physiothérapie qui sont apparus dans les médias. Il y en a, je dis pas que je suis seul, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y en ait d'autres, qu'il y en ait beaucoup plus. Comme je le dis, on est tellement... on travaille dans plein de sphères de la santé. On a vu dans les dernières décennies, disons, de plus en plus de physios qui ont des doctorats, qui font de la recherche, et ça a changé complètement nos pratiques. C'est partout sur la planète, mais notamment au Québec. Et Dieu merci que ces personnes-là, individuellement, c'est une personne qui a fait son doctorat, puis une autre, et que la recherche s'est développée, que les liens se sont tissés aussi avec la communauté scientifique. Je pense que, en fait, un de mes souhaits, c'est qu'il y ait de plus en plus de professionnels de la physiothérapie qu'on voit dans les médias. On n'est pas obligé de voir tout le monde toutes les semaines à la radio ou à la télé, mais de prendre notre place. Les médias sont dans un bouleversement énorme. La télé sera plus qu'elle sera maintenant, si on la compare à dans 10 ans, probablement. Le web non plus, mais je pense qu'on gagnerait à être un peu plus présent dans les médias de masse, vraiment de grande diffusion. Il y a plein de physiothérapeutes, de professionnels de la physiothérapie qui communiquent tellement bien, qui pourraient apporter plein de choses aussi à la population. C'est tellement vrai, puis ça donne... C'est le conseil. Un excellent conseil de prendre sa place, puis je pense que ouais. ça parle beaucoup aux physios, des fois, qui se retrouvent plus dans un terrain de pratique, tu sais, dans le fond, une carrière de pratique, 100% de pratique. Qu'est-ce qu'on fait? Aussi, la plupart des physios qu'on rencontre maintenant veulent du 4 jours semaine ou un 3 jours puis faire autre chose. Fait que cette autre chose-là peut être les médias et c'est accessible, finalement. Et à chacun son parcours. Exact. Moi, tu vois, c'est exactement l'inverse. Si je ne voyais pas de patients, je ne serais pas dans les médias. Je ne pourrais pas donner des conseils de physio à des gens sans pratiquer. Mais peut-être que pour d'autres personnes, ça serait l'inverse. Ça peut être une façon complémentaire de vivre autrement la physiothérapie, mais vraiment à chacun son parcours. Mais c'est un peu, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, j'aime tout ce que je fais. Ouais. Il y a une différence entre dire j'aime ce que je fais versus j'aime tout ce que je fais. Donc ça, c'est parce qu'en fait, ça ne veut pas nécessairement dire de faire 35 heures ou 40 heures ou 50 heures de la même chose dans une semaine. Et souvent, on stagne. Puis on est moins bon. Donc, le range que ça nous apporte de faire plusieurs choses dans notre vie, bien, ça vient nous construire comme humains, je pense. Puis c'est peut-être un bon exemple de ça, Denis. Puis un dernier petit conseil, en fait, c'est que lorsqu'on approche les médias pour s'intégrer, disons, à une chronique, ou dans mon cas, c'était pour faire la promotion des livres, les médias connaissent pas toujours très bien ce qu'on fait. Et parfois, les gens se demandent pourquoi ça serait intéressant d'avoir un ou une professionnelle de la physiothérapie dans une émission de télé, dans une émission de radio, sur le web, tout ça. Et je pense que ça, faut en être conscient avant de les solliciter, de ne pas prendre ça pour acquis que tout le monde connaît. Même dans les médias de masse, connaissent ce qu'on fait. Et on a plein de choses à apporter. Bien, les médias de masse représentent la population. Donc, si on parle à la population d'un médecin ou d'un professionnel de la physio, bien, on a déjà cet exemple-là de ce qu'on pourrait retrouver quand on approche un média en particulier. Exact. Ouais. Merci Merci beaucoup, Denis. Ça me fait plaisir. Intéressant. Je trouve ça inspirant même. Ben oui. Tant mieux. Super. Merci beaucoup. Grand Merci. plaisir. Salut.
Merci de nous avoir écoutés. Oui, c'était vraiment... C'était une conversation super intéressante. Oui, moi, j'ai tellement appris. Et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a donc bien beaucoup de personnes qui vont pouvoir se retrouver dans Denis, là, finalement. Denis, c'est un physio, puis je pense qu'on comprend bien, des fois, notre façon de réfléchir avec comment est-ce que lui a construit un peu sa carrière, si on veut expliquer ça comme ça. Fait que vraiment intéressant. Oui. Puis il nous a fait découvrir aussi que c'est tellement assez, on se donne la chance de vivre plusieurs situations, à quel point on peut développer des expertises qu'on ne s'attendrait pas finalement. Oui, bien on apprend. On apprend en s'exposant. Exact. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est un message qui est ressorti là, de la conversation qu'on a eue avec lui aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était notre dernier podcast de cette saison. Oui. Je pense qu'on serait curieux d'avoir du feedback. Mélodie puis moi, Est-ce que vous avez aimé ça, pas aimé ça? Est-ce qu'on continue? Quel sujet? Est-ce que c'est pertinent pour la physio? Pour nous encourager peut-être à poursuivre d'une façon ou d'une autre. Exact. Donc, le feedback est toujours le bienvenu comme depuis le début. Donc, on est content d'avoir... Nous, on fait ça pour vous à la fin, là. Donc, on veut vous entendre. Qu'est-ce qui vous intéresse? Des formules plus courtes, plus longues? Est-ce que vous aimez la douce voix de François, ma douce voix? On veut tout savoir. On veut tout savoir. Alors, pour nous parler, justement, pour nous donner du feedback, on peut nous rejoindre un peu partout. Mélodie, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Mélodie Meilleur sur Instagram, sur Facebook, de toutes les façons possibles. Réseaux sociaux, Physio Frankie. Venez nous parler, on est super intéressés. Puis à une prochaine, probablement, peut-être. Ben oui, merci pour votre écoute. À bientôt. Tu veux-tu le refaire? Ou... Non. On a parlé de Denis, on a parlé de... Le pouls de la physio est une présentation de Medexa, Physiotech, service d'électrothérapie et médical tronique.